Alors aujourd'hui, on se penche sur un monument de la littérature française, Le livre de ma mère d'Albert Cohen. Publié en 1954, c'est un texte que beaucoup voient comme l'hommage absolu, un chant d'amour universel d'un fils à sa mère. On s'aperçoit que la réalité est bien plus complexe. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Derrière l'hommage qui semble si poignant, se cache une œuvre pleine de tensions, presque de contradictions en fait. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. Comment ce récit si intime devient une œuvre littéraire majeure, et surtout comment Cohen construit cette figure de la mère. On va voir qu'elle est à la fois portée au rang de sainte et paradoxalement décrite d'une manière qui peut être assez dérangeante. Commençons par le début, par le cœur émotionnel du livre. Tout part de la mort de sa mère en 1943. Cohen est à Londres, il est en exil, et il apprend sa mort. C'est une déflagration, tous les textes sont d'accord là-dessus, c'est une douleur insurmontable. Une douleur qui, et c'est vraiment le point clé, est immédiatement fusionnée avec une culpabilité immense. C'est le moteur de l'écriture. Il n'arrête pas de se reprocher de ne pas avoir été assez là, de ne pas avoir compris l'immensité de son amour quand elle était vivante. Le chagrin seul, ça suffit pas à expliquer le livre. C'est le mélange du chagrin et du remords qui le rend si intense. D'accord, et cette culpabilité le pousse à construire un portrait presque surhumain de sa mère. Les sources utilisent des mots comme sainte sentinelle, prêtresse. Elle devient l'incarnation de l'amour inconditionnel. Mais comment il s'y prend pour nous faire ressentir ça? Ce n'est pas une biographie classique, où il raconte sa vie de A à Z. Pas du tout. Et c'est là qu'on voit l'écrivain au travail. La structure du livre, elle n'est pas chronologique. Elle est entièrement guidée par l'émotion. C'est une sorte de navigation dans la mémoire, où un souvenir en appelle un autre, sans ordre logique apparent. Ah oui, On passe d'un gâteau de son enfance à une conversation des années plus tard. Ce qui compte, c'est pas la succession des faits, c'est la résonance affective. En fait, il ne raconte pas une vie, il tente de faire revivre une présence. en lisant les analyses, je suis tombée sur un truc qui m'a vraiment marqué. On parle de sensations synesthésiques pour décrire comment il évoque l'enfance. Les odeurs, les couleurs, les sons, tout se mélange. C'est très sensoriel. C'est une technique incroyablement puissante pour nous faire entrer pas dans les faits, mais dans l'atmosphère de ce qu'il voit comme un paradis perdu. L'enfance, c'est un royaume d'essence, et sa mère en est la reine. C'est un monde de confort et confiture, une bulle quoi. C'est vrai. Un autre point qui est souvent souligné, c'est l'emploi massif des possessifs. Tout est mon passé, ma petite enfance. Ça peut paraître un détail, mais les analyses disent que c'est capital. Pourquoi? Parce que ça montre que c'est pas un simple souvenir, c'est une reconquête. C'est son territoire. Un monde qui n'existe que par son regard à lui. Il se l'approprie. Et c'est là que l'écriture prend tout son sens. Pour lui, écrire ce livre, au fond, c'est une façon de se racheter. Il tente de construire par les mots le monument qu'il a le sentiment de ne pas lui avoir offert de son vivant. Le livre devient une sorte d'acte de réparation. Exactement. Un tombeau de papier. Donc il construit ce monument pour apaiser sa culpabilité. Mais, et c'est ça qui est fascinant dans les sources, elles nous alertent, elles nous disent attention, toute cette émotion qui semble si brute, si authentique, en réalité c'est le résultat d'un travail d'écrivain très méticuleux. Ah mais complètement. On n'est pas dans un journal intime publié tel quel, hein. Il y a un indice majeur dès le début, le titre. Il l'a pas appelé ma mère, il l'appelait le livre de ma mère. Oui, l'accent est mis sur l'objet littéraire. Voilà. Le mot livre signale d'emblée qu'il y a une médiation, une élaboration, une construction. Et cette élaboration, on en a la preuve concrète. Une analyse académique explique que le texte de 1954, c'est une version très remaniée de texte qu'il avait déjà publié pendant la guerre. Oui, sous le titre Chant de mort. Donc ce n'est pas un premier jet. Pas du tout. C'est le fruit d'un long processus de réécriture, de coupe, de choix. Et ces choix sont très révélateurs. Par exemple, une étude montre que dans les premières versions, le père d'Albert Cohen était bien plus présent. Dans la version finale, son rôle est considérablement réduit. Ah, donc il a consciemment choisi de resserrer la focale. Voilà, précisément. Le but est de se concentrer quasi exclusivement sur cette relation fusionnelle, ce duo mère-fils. Il ne se contente pas de se souvenir, il sculpte, il façonne sa mémoire pour servir son projet. Il est l'architecte de son propre souvenir. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'autobiographie au sens strict. C'est ça. D'ailleurs, le livre lui-même n'est pas présenté comme tel. C'est un hommage. Et cette distinction, si je comprends bien, elle est cruciale. Ça nous fait passer d'une lecture purement émotive, du genre « Oh, le pauvre homme, comme il est triste », à une lecture beaucoup plus critique où on se demande « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement ?» Voilà. Et c'est ce qui crée la tension fondamentale du livre.
D'un côté, une sincérité qui nous bouleverse. De l'autre, la construction très consciente d'un mythe. Et c'est justement parce qu'il contrôle autant son écriture que les contradictions dans le portrait de sa mère deviennent si troublantes. Et voilà, on y arrive. C'est la partie qui m'a le plus surprise en lisant les analyses. Cette ambivalence profonde. Ce n'est pas juste un portrait en or massif, quoi. Il y a des fissures partout. Des fissures béantes même. Ce qui est saisissant, c'est quand on met les mots qu'il utilise pour la décrire côte à côte. Une analyse lexico-sémantique le fait très bien. D'un côté, on a un vocabulaire quasi religieux. Prêtresse, majesté, sainte. Elle est sacralisée. Et de l'autre? C'est presque l'inverse. Il la qualifie de nigaude, d'empotée. Le choc entre ces termes est incroyable. Et il y a cette comparaison qui revient dans toutes les critiques. Mon bon chien fidèle. Terrible. Cette phrase est terrible. Parce qu'elle contient tout le paradoxe. Oui, il y a la fidélité, le dévouement absolu, mais il y a aussi l'idée d'un être non pensant, d'un animal domestique dont l'existence se résume à attendre son maître. C'est vraiment le cœur du malaise que beaucoup de lecteurs ressentent. Il l'élève au ciel tout en la rabaissant. Exactement. Intellectuellement et socialement. Et ça ne s'arrête pas là. Il la décrit très souvent comme une enfant. Les citations sont nombreuses. Émue comme une petite fille, une timide enfant. Au premier abord, on peut y voir de la tendresse. Mais est-ce que c'est vraiment respectueux? C'est toute la question. Plusieurs analyses y voient une forme de condescendance, une manière de l'infantiliser, de la priver de son statut d'adulte autonome. Cette mère n'a pas de désir propre, pas de vie intérieure en dehors de son fils. Elle n'existe que par et pour le sacrifice. Et ça, certains lecteurs, notamment dans les critiques qu'on a pu lire, ne le pardonnent pas. Oui, on a des lecteurs qui parlent d'une relation quasi malsaine. Et il y a cette critique très directe, tirée d'un blog, qui qualifie le livre de « monument de complaisance ». La formule est cinglante. Moi, moi, moi. L'auteur suggère que Cohen ne pleure pas tant sa mère que la perte de la seule personne qu'il aimera d'un amour aussi absolu. C'est une lecture très dure, mais elle met le droit sur un point que les analyses plus académiques appellent le narcissisme du projet. Une source va même plus loin et décrit la mère comme la figure paradigmatique de l'altérité. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. Elle représente tout ce qui est autre, différent de lui. Son statut d'étrangère, Mhm. son accent, sa culture... C'est ça. Ces fautes de français sont un élément central du livre. Et ce qui est terrible, c'est que la culpabilité de Cohen vient en grande partie de la honte qu'il a parfois ressentie face à ça. Le souvenir qui le honte le plus, c'est cet appel téléphonique où sa mère, avec son accent et ses maladresses, parle à ses amis parisiens, mondains, intellectuels. Ah oui, cette scène. Elle cristallise sa honte de fils parvenu. Donc l'écriture, cet hommage grandiose, ce serait une manière de laver cette honte, de la transformer en quelque chose de sacré? C'est une tentative, oui. Mais ça reste une visio totalement unilatérale. La même source parle de filiologie. C'est un néologisme, mais il est parfait. Une logique du fils? Voilà. Attendez, ça veut pas juste dire qu'il raconte l'histoire de son point de vue. Ça veut dire que sa mère, dans le livre, n'a aucune vie, aucune pensée qui ne soit pas directement liée à lui, à ses émotions, à sa culpabilité. C'est exactement ça. Elle n'est jamais vue pour elle-même. Elle est un miroir dans lequel il contemple son propre chagrin, sa propre faute, son propre besoin de rédemption. Toute la lumière est sur elle, mais c'est lui qui tient le projecteur. Et qui choisit l'angle. Alors, au final, que doit-on retenir de cette plongée nostalgique? On part d'un livre qui est pour beaucoup un chef-d'œuvre d'amour filial et on arrive à une œuvre pétrie de contradictions. Une construction littéraire où l'hommage se mêle à la condescendance et l'amour à la culpabilité. Je crois que ça nous oblige à questionner ce qu'est un hommage. Cohen, et c'est ça qui est fascinant, il ne fait pas qu'un portrait. Il construit un mythe qui lui est absolument nécessaire pour survivre à son deuil, pour gérer sa culpabilité et pour affronter ce qu'il appelle le péché de vie. Le péché de continuer à vivre. Le péché de continuer à vivre et même de prendre plaisir à créer, après la mort de celle qui lui a tout donné. Le livre n'est donc pas seulement le livre de sa mère, c'est aussi le livre de son propre chagrin, de sa survie, de son égarement, comme il l'écrit. Exactement. C'est une œuvre qui parle autant de la mère que de l'impossibilité d'en faire un portrait juste. Elle parle de la mémoire qui reconstruit, qui idéalise, mais qui trahit aussi. Le lecteur est face à ce miroir complexe. On y voit l'amour maternel absolu, mais on y voit aussi le reflet déformé qu'en donne un fils tourmenté. C'est cette tension qui fait toute la richesse, mais aussi toute l'ambiguïté du livre. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite.
Les sources montrent bien que l'écriture a permis à Cohen de rendre sa mère éternelle, mais aussi de modeler son souvenir pour ses propres besoins. Ça soulève une question qui nous dépasse tous, bien au-delà de ce livre. Quand on se souvient de nos proches disparus, quand on raconte leurs histoires, dans quelle mesure est-ce qu'on honore vraiment leur réalité, avec toute leur complexité? Et dans quelle mesure est-ce qu'on crée, peut-être sans s'en rendre compte, une version d'eux qui est avant tout là pour nous apaiser, pour nous aider à nous guérir nous-mêmes? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.